Bonjour à toutes et à tous. Ah ouais, il y a même du son. Je m'appelle Rémi Hubscher, je suis développeur plutôt back-end chez Chef Club et aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration de Helm avec JavaScript. JavaScript et moi, c'est une histoire un peu compliquée parce que j'en ai fait un peu côté Node pour faire un serveur avec beaucoup de connexions pour Mozilla. Et puis j'ai arrêté un peu de faire du front-end à l'époque où, comme j'en faisais pas tous les jours, ça changeait tellement vite que j'arrivais pas à suivre. Et puis il y a 2-3 ans, j'ai découvert Helm et ça m'a un peu rabiboché avec le front-end. Et c'est la techno que j'utilise maintenant le plus souvent quand je dois faire du front-end. Mais parfois, on a envie quand même de faire collaborer Helm et JavaScript. Et donc dans ce talk, je vais vous présenter les 5 manières que j'ai identifiées pour le faire. Donc la première, qui n'est pas vraiment une manière d'intégrer du JavaScript, c'est de se passer de JavaScript. Après, il y aura, donc c'est ce qu'a fait par exemple Pascal quand il a réécrit sa librairie de Excel-like dans le navigateur. Mais avant d'en arriver là, il y a d'autres manières de faire. Donc on va voir comment on peut initialiser son application avec un store, enfin l'équivalent d'un store initial, ou en tout cas des données initiales. Utiliser un canal de communication bidirectionnel entre Helm et JavaScript pour déléguer du travail à JavaScript et récupérer des résultats. Charger, donc ouvrir dans la génération de son application en Helm un web component et dans une autre application JavaScript, comment exporter son application Helm en web component pour la charger de manière complètement transparente. Donc réécrire le composant en Helm, ça peut être un peu effrayant, mais ça peut être aussi une bonne idée parce que quand c'est pas trop coûteux en temps, ça permet de bénéficier des avantages de Helm, c'est-à-dire la garantie que si ça compile, ça fonctionne. Et ça, si vous faites du JavaScript, vous savez que c'est rarement le cas en JavaScript, notamment lorsqu'on fait des gros refactoring dans des applis React. J'ai des mauvais souvenirs avec ça. On se retrouve parfois avec des undefined is not a function parce qu'on a oublié la props qui a été renommée, etc. Avec Helm, ça ne peut pas arriver. Et c'est l'avantage principal que j'y vois. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a un catalogue de librairies. Et en fait, on peut, par exemple, moi j'ai envie d'avoir un date picker, mais j'ai pas envie de le réécrire parce que c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de voir si ça existe. Donc là, j'ai 3 ou 4 propositions qui peuvent être intéressantes. Et en fait, toutes les librairies Helm sont documentées parce que c'est l'outil qui compile, qui vérifie, enfin qui publie la lib. Et donc, il va vérifier que tous les modules publics sont bien documentés. Lorsqu'on fait une nouvelle release, il va vérifier est-ce que c'est mineur, majeur ou juste un patch pour définir le prochain numéro de version automatiquement en sémantique versionning. Et donc ça, c'est des garanties qui sont très appréciables parce que on peut mettre à jour facilement sans vraiment se dire est-ce que ça va casser mon appli ou pas. Et donc là, le date picker en question, je l'ai utilisé dans mon appli. Donc ça se voit qu'il a été rajouté parce qu'il n'a pas du tout le même style que le reste de l'appli. Mais ça m'a permis de très rapidement faire des date range. Il y a des presets, etc. Donc ça reste quand même une possibilité, surtout si ça existe déjà et que du coup on n'a pas besoin de le recoder. La deuxième manière de faire, c'est d'initialiser son composant avec des flags. Alors les flags, c'est un nom un peu barbare, mais en gros c'est un dictionnaire, un objet JavaScript qui contient des propriétés et des valeurs. Et donc là, j'ai pris un exemple en fait où je veux, donc dans mon application, dans le back-office de mon application, parfois
on fait des appels API et on veut afficher du JSON. Et donc, on se pose toujours la question comment je fais pour afficher du JSON et que ce soit assez utilisable par les utilisateurs. Donc là, je vais vous montrer un widget que j'ai fait qui permet, en fait, on lui passe la chaîne en JSON ici, là. Et puis on lui dit d'afficher ou pas la toolbar. Et en fait, donc ces deux propriétés-là vont être récupérées, donc elles sont définies ici, dans mon appli Helm. Donc je lui dis que JSON, ça doit être une string et que showToolbar, ça doit être un booléen. Et ensuite, à l'initialisation, je vais récupérer ces flags en paramètres. Et à cet endroit-là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on n'a pas besoin... Helm se débrouille pour vraiment créer les valeurs avec leur type. C'est-à-dire que mon showToolbar, ça va être un booléen, j'en suis sûr et certain. L'appli ne démarrera pas si ce n'est pas le cas. Et pareil, mon JSON, c'est forcément une string. Et donc, ça me permet de mettre la propriété. Donc là, j'ai mon modèle. Il y a deux autres variables dans mon modèle qui sont l'arbre parsé du JavaScript et puis l'état en fonction de ce qui a été coché dans la toolbar. Et donc, j'initialise tout ça dans ma fonction init à partir des paramètres que j'ai reçus dans flags. Et donc le résultat, c'est ça, par exemple. Bon, alors là, c'est un JSON un peu trop simple, mais je vous en ai préparé deux autres. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir là, donc je vais juste relancer le truc. Voilà. Ah bah là, ça marche pas. Là, il y a un gros JSON. Bon, c'est pas le moment de débugger, mais tac. Pourquoi ça marche pas? Main is undefined. Ah oui, c'est vrai. J'ai renommé le truc. Donc vous voyez, encore une fois, c'est la partie JavaScript qui plante. Index.html. Voilà, c'est une erreur stupide, hein, mais bon, c'est pas grave. Tac. C'est ça de renommer le nom de son module juste avant le talk. Hop. Donc là, j'ai de nouveau le même. Puis, heureusement que ma présentation est courte. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un JSON un peu plus long qui est passé en paramètres. Et donc avec la toolbar que là je vous ai affichée, donc je peux tous les réduire, en ouvrir que certains, etc. Donc ce qui est assez marrant, c'est que cette lib JSON Viewer là, elle a été codée par Microsoft et en fait c'est le viewer JSON de Edge qui est codé en Helm. Et donc ils en ont fait une bibliothèque open source. Moi je me suis amusé à en faire un petit widget réutilisable. Donc ça c'était pour la partie flags. Donc l'avantage, c'est qu'on peut avoir un composant qui est initialisé directement avec des données. Donc ça veut dire qu'il est autonome. Ensuite, il va pas avec les flags, il ne pourra pas recommuniquer avec JavaScript. Mais par exemple, pour gérer de l'affichage ou pour passer une API key pour après faire des requêtes, etc., c'est très bien. Et puis, on a la garantie que les données en entrée sont bien du type qu'on veut. Donc ça, c'est pratique. Il n'y a pas de décodeur à écrire. Et puis en plus, il n'y a pas de temps de chargement, parce qu'on peut demander au démarrage du widget de faire une requête pour récupérer le JSON, mais dans ce cas, on n'a pas directement les infos au démarrage. Les inconvénients, c'est qu'une fois que le composant est chargé, en tout cas avec les flags, on ne peut pas modifier ces
ces informations, donc il va falloir le faire différemment. Et si le type des données, si on dit que c'est une string et qu'en fait c'est un objet JavaScript, et ben du coup le composant ne va pas démarrer. Vous allez voir la page blanche qu'on a eue tout à l'heure. Donc c'est à la fois un inconvénient et un avantage. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on va vouloir communiquer avec JavaScript, c'est par exemple si je veux sauvegarder dans local storage des données ou appeler, par exemple, si vous faites une web extension Chrome ou Firefox, vous allez avoir des API JavaScript spécifiques à votre web extensions et donc il n'y a pas... Helm ne va pas exposer les API du navigateur directement en Helm. Donc du coup, à ce moment-là, on va être obligé d'appeler JavaScript. Donc là, j'ai pris l'exemple du local storage. Et les ports, en fait, Pascal aime bien dire que c'est un peu comme les WebSockets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que l'un initie la conversation pour que l'autre puisse envoyer des données. Mais les deux peuvent initier... Helm peut envoyer des données à JavaScript. JavaScript peut souscrire à un callback qui est appelé à chaque fois que Helm utilise ce moyen de communication. Et dans l'autre sens, JavaScript peut envoyer des informations à l'application Helm qui va les transformer en événements qui vont être traités par la fonction update par la suite. Donc ça, c'est très pratique. Comment ça fonctionne? Donc là, vous commencez à être habitué à comment est-ce qu'on crée un widget Helm, enfin on charge une appli Helm dans une page avec JavaScript. Donc là on retrouve un flag, ce que j'ai mis, c'est qu'au démarrage je lui donne le store qui a été précédemment sauvegardé. Et ensuite, pour envoyer des informations depuis Helm vers JavaScript, je vais créer un port qui va retourner une commande. Et donc, je vais pouvoir utiliser à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Par exemple, si je rajoute une disquette et que quand on clique sur cette disquette, ça envoie le signal save, je peux dire, tu m'exécutes la commande save store. Et du coup, de l'autre côté, JavaScript va subscribe à save store. Et donc, le callback va être appelé avec le paramètre que j'ai passé là. Et donc ensuite, je vais pouvoir le stocker directement. Et dans l'autre sens, c'est JavaScript qui va envoyer une nouvelle valeur. Donc là, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles JavaScript a une valeur. J'avais mis un exemple, c'est si par exemple vous chargez votre appli Helm dans deux onglets ou dans deux fenêtres du navigateur, parfois vous allez la modifier dans un onglet, donc comment on fait pour l'appliquer dans l'autre? Donc là, il y a un event storage change dans les navigateurs. Et donc, on pourrait dire, à chaque fois que ça change dans local storage, tu m'envoies la nouvelle valeur, par exemple. Et donc là, vous voyez, la seule différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir une commande, j'ai une souscription. Et donc, du coup, c'est dans la gestion des souscriptions de mon application. Pascal vous a montré, mais on n'a pas trop parlé tout à l'heure. Mais en fait, on peut définir des souscriptions qui vont, quand le runtime l'a décidé ou quand, en l'occurrence, JavaScript l'a décidé, envoyer un événement qui sera après traité dans la fonction update. Donc là, mon update store, il prend en paramètre une string. Cette string, c'est la valeur qui est là. Quand je la pattern match dans update, je récupère la string sous la variable store. Et donc, je peux mettre à jour mon modèle en appliquant en créant un nouvel objet modèle dont la propriété store a la valeur de mon nouveau store. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est typé aussi. C'est-à-dire que là, dans les paramètres, je dis que je vais recevoir une string et précédemment aussi, en fait. Là, je vais envoyer une string. Alors là, cette notation, elle vous a peut-être un peu inquiété. Pourquoi il y a un string flèche message entre parenthèses, etc. C'est pour dire en fait que c'est une fonction qui prend une string en paramètre et qui va retourner un message.
Mais en gros, ça veut dire que mon update store, là, il doit prendre un paramètre string. Ça, c'est pas le plus important, parce que le navigateur, le compilateur, il va vous dire de toute manière quel est le type de ce que vous avez écrit. Donc l'avantage, c'est qu'on a un protocole défini et sécurisé. Alors ici, dans mon exemple, j'ai envoyé des strings, mais on peut envoyer aussi des objets JavaScript. Et dans ce cas-là, il va falloir écrire un décodeur pour dire le champ date, en fait, tu me le convertis, c'est une isostring que tu me convertis en objet date Helm, par exemple, si je veux faire des calculs dessus. L'âge, ça va être un entier, etc., etc. Donc on peut définir tout ça de manière après, dans son appli Helm, à avoir toute la gestion des messages d'erreur qui vont dire attention, tu essayes de m'additionner un âge avec des choux, par exemple. Donc ça, c'est la partie un peu, au début, qui peut être un peu compliquée, les décodeurs, mais bon, on s'y habitue plutôt bien. L'avantage aussi des ports, c'est que du coup, on n'est pas limité on n'a pas besoin d'attendre que Helm implémente une API qu'on veut utiliser. On peut directement l'utiliser. Donc si par exemple vous avez votre lib favorite de décodage de YAML, vous pouvez l'utiliser et puis renvoyer la chaîne décodée. Voilà. Les inconvénients, c'est que ça nécessite d'écrire et de maintenir du JavaScript. Bon, après, c'est pas dramatique non plus, mais ça peut être source de problèmes. Ça nécessite de maintenir un protocole d'API. Donc si vous avez votre décodeur que vous rajoutez, que finalement votre port il envoie quelque chose qui n'a rien à voir, et faudra mettre à jour le décodeur. Et puis surtout le plus gros problème, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas modifier l'affichage directement. Donc si par exemple je voulais utiliser Google Maps, ça veut dire soit que Helm gère l'affichage de Google Maps, soit que je le gère en JavaScript, mais du coup, comment je fais pour l'intégrer à ce qu'a généré Helm? Ça marche pas vraiment. Donc les ports, ça fonctionne vraiment bien que quand on délègue vraiment tout l'affichage à Helm. Et dans certains cas, c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, si vous avez votre éditeur WYSIWYG favori, vous n'allez pas forcément avoir envie de le recoder en Helm. Donc, comment on fait dans ce cas-là? Ça tombe bien, c'est le sujet d'après. Donc là, j'ai pris l'exemple de Google Maps, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, parce qu'en fait, on a... Oui, je vais commencer dans l'ordre. Donc déjà, les Web Components... est-ce qu'ils sont prêts? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que c'est une API exotique ou pas? En fait, aujourd'hui, à part Internet Explorer et Edge, tous les navigateurs savent gérer les Web Components. Et pour Internet Explorer et Edge, c'est juste un petit fichier de 6 kg qui permet de rajouter la gestion des nœuds custom. Donc en fait, quand on parle de Web Components, il y a vraiment deux choses bien distinctes. Il y a le fait de créer des nouveaux types de nœuds. Donc, dans votre page HTML, vous avez des divs, des H1, etc. Vous allez pouvoir créer un nouveau type de nœud avec vos propres règles de fonctionnement, les propres événements qu'il peut gérer, les propriétés qu'il peut prendre. Et donc ça, c'est la partie Custom Elements. Et après, vous allez me dire, oui, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une gestion des styles par défaut, etc. Et donc ça, c'est plutôt la partie Shadow DOM. Mais pour ce qui nous intéresse, on va se concentrer sur les Custom Elements aujourd'hui. Donc les Web Components, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un moment. Et il y a tout un catalogue en fait, de Web Components qui existe, qu'on peut importer. Il y a même une syntaxe spéciale. Donc là, par exemple, si je tape Google Maps, je tombe sur un truc de Google lui-même, donc ça c'est sympa. Et là il me dit, si vous recherchez quelque chose de plus simplifié, vous pouvez utiliser GoodMap.
Donc pourquoi pas. Et donc là, le fonctionnement, en fait, soit on charge un JavaScript, soit on peut utiliser cette syntaxe que je ne connaissais pas, qui est un genre de chargement de fichiers CSS, mais pas vraiment, qui permet de dire bah, tu me charges le web component GoodMap. Alors en fait, je suis allé regarder un peu le code source de ce truc, et c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait croire. Donc en fait, pour créer un custom element, ben, le navigateur nous expose une variable custom elements, et on peut définir le nom de son tag avec une classe qui étend de HTML element. Donc ça, c'est vraiment la manière de faire à la main, mais il y a plein de frameworks, pour elle, on en verra un, mais même pour les autres, qui permettent de le faire de manière pratiquement automatique. Il y a 3 méthodes à définir dans notre classe, à surcharger. Une méthode statique qui retourne la liste de toutes les propriétés qui sont supportées par notre nœud. Et puis, une fonction qui est appelée lorsqu'une propriété change. Donc là, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est juste de mettre à jour la propriété de notre classe avec la valeur qui est envoyée. Et la dernière, donc il y a un constructeur qui permet d'initialiser toutes les valeurs par défaut. Et puis ensuite, il y a un connected callback qui lui est appelé lorsque tout ça a été fait. Donc on a mis à jour les nouvelles valeurs et donc il rafraîchit l'affichage. Donc là, par exemple, on a un objet map_options. Si jamais on a défini zoom, latitude, longitude, ben on met ces données-là dans notre map_option. Et si on n'a pas centré notre carte, on va utiliser la longitude-latitude comme point de milieu de la carte. Ensuite, on crée l'objet Google Maps. Et puis, on envoie un événement, la map est chargée. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, on peut faire un add listener sur ce nom d'événement pour récupérer la carte si on veut rajouter un marqueur ou un autre truc. Et donc là, on a notre web component. Et donc, pour l'utiliser, on peut charger le fichier JavaScript qu'on vient d'écrire et commencer à utiliser notre nœud GoodMap. Alors là, il a besoin de l'API key par défaut parce que Google Maps ne charge pas sans API key. Donc là, je me suis dit, oh, on va charger le composant dans la présentation directement. Mais en fait, vous voyez que le style de Reveal.js interfère un petit peu. C'est pas dramatique, puisque ce qui nous intéresse, c'est de le charger en Helm. Alors, comment on fait ? On va définir, donc, tout à l'heure, vous avez vu les divs, les H1, comment ça fonctionne. Donc là, on va créer un nouveau nœud HTML qui va se comporter comme tous les autres nœuds par défaut de Helm HTML. Et donc, on définit juste un Helm node GoodMap. Et ensuite, on peut afficher en définissant les attributs, les valeurs des attributs. Et donc, on va se retrouver avec ça. Donc, si j'affiche le code source, non, ça, c'est pas le bon code source, justement. Vous allez voir que c'est vraiment exactement ce qu'on a écrit tout à l'heure. GoodMap. Voilà, avec... oui, mais c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pourquoi j'ai plus de focus ? Ah là là. Donc je peux vous ouvrir quand même le fichier. Tac. Voilà, il n'y a vraiment que ce qu'on avait vu dans le slide.
Et ensuite, donc ça, c'est la manière de charger un web component directement avec Helm. Mais on va voir aussi comment on peut faire l'inverse. Donc c'est déléguer l'affichage de Helm. Par exemple, maintenant que je sais que la librairie de Pascal pour gérer les spreadsheets dans le navigateur, elle est solide, elle est vraiment intéressante, qu'il a mis des flags pour précharger un CSV et tout ça, ça m'intéresse beaucoup, donc je veux le mettre dans mon appli React.js. Et ben en fait, on peut utiliser la librairie Helm Web Components qui supporte les 2 dernières versions de Helm, la 0.18 et la 0.19. Et on peut juste lui dire, ben, tu m'enregistres le composant MyHelmComponent à partir de mon application Helm. Et donc, du coup, il va convertir toutes les propriétés qu'on passe en variables, en flags en fait, dans l'objet flags, ce qui va nous permettre d'avoir très très facilement un web component Helm. Et si jamais, on peut aussi brancher les ports en disant ben, tu me souscris tel port et tu raises tel événement, ce qui permet après, depuis JavaScript, de faire des modifs, d'avoir des infos, etc. Donc là, le résultat de ça, ben là j'en ai ouvert 2. MyHelmComponent Jack et Rémi. Et donc ça m'ouvre 2 fois mon web component. Donc en conclusion, on a vu 5 manières de faire. Utiliser une lib Helm. Moi, je vous conseille de privilégier ça dans la mesure du possible. Mais il ne faut pas hésiter à regarder ce qui existe pour ne pas réinventer des choses qui peuvent être un peu compliquées. Et sinon, le réécrire soi-même, souvent, ça prend beaucoup moins de temps que ce qu'on pense. Je ne sais pas si Pascal l'a dit cette fois-ci, mais François s'attendait à passer 2 semaines et puis en quelques heures, il avait déjà un truc qui marchait. Utiliser les flags, ça permet de supprimer une étape de loading et c'est intéressant pour avoir des composants réutilisables et configurables. Les ports, c'est très intéressant pour parler avec du JS, pour manipuler notamment les API du navigateur, mais c'est vraiment à proscrire pour manipuler l'affichage. Dès que vous commencez à vous dire « Ah oui, mais en fait, j'aimerais modifier telle couleur de truc à la volée, etc. » En fait, vous allez modifier ce que Helm attend comme rendu précédent de son virtual DOM, et donc il va essayer d'appliquer un diff avec la nouvelle version du DOM dessus et ça va planter. Donc, dès lors que vous voulez manipuler l'affichage, c'est pas mal d'utiliser un web component. Ça permet de migrer plus doucement. Par exemple, si vous vous dites ben, Helm c'est pas mal, comment je fais pour migrer mon appli, vous pouvez commencer par faire le menu ou la gestion de l'upload de l'image, etc. Et donc charger votre web component dans l'appli existante. Ou inversement, si vous avez votre éditeur WYSIWYG favori ou une appli WebGL que vous n'avez pas encore envie de porter, vous pouvez faire un web component que vous allez pouvoir charger depuis Helm en lui passant les bonnes propriétés. Et en plus, Helm est vraiment fait pour modifier ses propriétés à la volée, donc ça peut être vraiment pas mal. Ce qui est vraiment sympa aussi avec les web components, c'est que c'est vraiment une manière standardisée et connue, puisque ça fonctionne comme toutes les autres balises HTML, de modifier les attributs, etc. Donc on a vraiment une API qui fonctionne vraiment partout, donc ça c'est pas mal. Ce qui peut vous donner envie du coup d'exposer vos applis Helm en JavaScript sous le radar, comme ça on ne sait même pas que c'est du Helm. Et voilà. Et en plus, avec une lib comme Helm Web Component, c'est vraiment sans effort. La doc est très bien faite. Donc, il ne faut pas s'en priver. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci pour ta présentation. Si on fait des web components avec Helm, comment ils se débrouillent pour la runtime? Elle est partagée ou chaque web component a sa propre runtime Helm? Alors ça, c'est une question qui est intéressante aussi pour d'habitude, parce qu'on peut avoir plusieurs widgets dans sa page, même si ce n'est pas des web components. En fait, on peut passer plusieurs fichiers qui contiennent une fonction main au compilateur, et il va faire un seul fichier JavaScript avec le même runtime du coup. Et en fait, pour différencier, c'est exactement le bug que j'ai eu tout à l'heure. C'est que si votre fichier s'appelle main.helm, ça va s'appeler helmapp.main. Et s'il s'appelle JSON Viewer Widget, comme j'ai fait, ça sera helm.JSON Viewer Widget. Et donc ça permet d'exporter. Moi, par exemple, j'ai le JSON Viewer, un générateur d'URL shortener. Voilà, j'ai 5 ou 6 widgets dans mon back-office Helm qui sont complètement indépendants et je les compile tous ensemble dans un même fichier pour avoir un seul runtime. Il faut savoir que les fichiers Helm, ils sont vraiment très très petits. Je ne sais pas les applis que vous avez, mais une appli React, dans mon souvenir, c'est autour de 300 kilobits peut-être, quelque chose comme ça. Pour la même appli Helm, vous allez être autour de 20 kilobits runtime compris. Donc, c'est vraiment des échelles énormes. Enfin, maintenant, on a des très bonnes connexions, mais c'est quand même assez intéressant de ne pas dupliquer le runtime, du coup. D'autres questions? Merci. Tu n'as pas montré le code du web component en Helm, je ne sais pas si c'est lisible ou pas. Et du coup, la question que je me posais, tu as dit les attributs du web component, ça se traduit en flag côté Helm, c'est ça? Oui. Et ça veut dire que si on les fait évoluer dans le HTML, ça ne sera pas répercuté dans le côté Helm alors, puisque les flags, c'est une fois pour toutes. Du coup, oui, tu vas devoir aussi faire évoluer dans ton widget pour qu'ils comprennent. Alors, je ne sais pas s'ils les ignorent discrètement, la lib, ou si ça fait planter le composant, il faudrait essayer, mais le code, en tout cas... Donc ça, c'est le code du web component de tout à l'heure. Bon, il est vraiment très basique, il n'y a pas de message. On aurait pu le simplifier encore plus que ça, en fait, parce qu'on aurait pu définir que la fonction main, pratiquement, mais là, on avait besoin d'avoir un flag, la définition des flags. Donc au démarrage, je crée un modèle avec le nom. Donc modèle, c'est un constructeur, on peut l'écrire comme ça. Le premier paramètre, c'est name. Et ensuite, on affiche un texte avec la concaténation de Hello World, my name is et le nom de la personne qui est une string. Donc, on peut les concaténer avec l'opérateur ++. Ouais, c'est hyper simple, c'est bien. Et ça veut dire donc, si tu veux que ton composant réagisse à l'extérieur, c'est des props. On passe par des props. Pardon ? On passe par des ports, pardon. Si on veut que ton Oui, voilà. Et donc, tu peux avoir donc, des souscriptions ici. On voit que souscription, quoi qu'il reçoive, il ne retourne rien. Mais on pourrait lui lister en fait en haut, définir des ports et puis lui dire si on click par exemple, tu me fais un événement click ici qui va être traité dans la fonction update. Quand j'ai un clic, qu'est-ce que je fais? Je change la couleur par exemple. Et de la même manière, si j'atteins par exemple le compteur atteint 0, je peux envoyer un message fin du compte à rebours et donc du coup mon JavaScript peut faire autre chose, de la navigation. Ok, merci. Alors, merci pour la présentation. Moi, je vais juste ajouter une petite anecdote. Ça va peut-être interpeller certains d'entre vous. Donc, tu nous disais tout à l'heure le composant Helm qui permet d'afficher un arbre JSON hein, et de naviguer dedans. C'est le composant écrit par Microsoft pour Edge. Et en fait, quand on regarde la doc de ce composant, à la fin, il remercie l'auteur d'un composant JavaScript. Et ils sont inspirés de cette implémentation JavaScript. Et l'implémentation en question, elle était faite par un Rennais,
Donc certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est Gilda Lormeau. Donc il a écrit un composant JavaScript et Microsoft l'a repris pour Edge. Voilà. Donc bravo Gilda. Mais, donc il y a en France en fait et en Europe, mais ça se passe à Paris, il y a tous les ans la Helm conférence, Helm Europe conférence. Elle a lieu à peu près en début juin. C'est la 3e année cette année qu'elle a eu lieu. Et en fait, la première fois, comme sponsor, il y avait Microsoft, Mozilla, Google et une 3e grosse boîte dont j'ai oublié le nom. Et en fait, moi j'ai travaillé chez Mozilla, on était plusieurs équipes à utiliser Helm. Depuis, ils se sont dit on va quand même tous se concentrer sur React parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient formés. Mais c'est quand même quelque chose qui intéresse les grosses entreprises. Juste comme ça, une question. JavaScript, ça évolue plutôt pas mal quand on voit. Et le runtime, il suit comment les évolutions en Chrome, ils évoluent pratiquement tous les 6 semaines, il y a un nouvel truc. Quoi, donc, Alors, en fait, on peut regarder à quoi ressemble le Helm compilé, mais c'est vraiment du JavaScript très bas niveau. Il n'y a pas d'import de modules, donc il n'y a pas besoin que ce soit dans ES 2017 ou 2000. Enfin, ça. Après, je sais que ce qu'ils essayent de faire, c'est de le passer en WebAssembly. Donc il y a pas mal de. Et donc là, ça aurait un deuxième avantage, c'est que WebAssembly, en fait, c'est du binaire. Et donc, comme les images JPEG qu'on peut charger au fur et à mesure et qui deviennent de plus en plus précises, on pourrait charger les applications par morceaux et dès qu'elle aurait chargé la première fonction, elle pourrait commencer à exécuter l'application, même si tout le fichier n'est pas... Donc, je pense que les améliorations en termes de performance, elles se feront plus par WebAssembly. Mais il y a à peu près les releases de Helm, c'est à peu près une tous les 2 ans. Il n'y a pas des gros changements. Entre la 0.18 et la 0.19, il y a quand même eu pas mal de changements. Mais grâce au compilateur, en fait, on peut les faire petit à petit. Et voilà. Mais ça ne suit pas... il ne faut pas voir Helm comme un framework. C'est vraiment... le compilateur, il est écrit en Haskell. Il génère du JavaScript. Mais c'est du JavaScript bas niveau. C'est pas du... C'est pas comme ReasonML qui génère du React, quoi. C'est vraiment... Pas d'autres questions? On va passer à la table parce que les pizzas vont être froides. Ah ouais. Merci Merci en encore. tout cas pour votre accueil.